Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de la résidence de France à Madrid pour cette interview pour le petitjournal.com. En toute chose, j'aimerais vous demander comment ça va, comment vont vos proches, comment vont vos équipes. Bonjour Vincent Garnier, bienvenue à vous, bienvenue à toute votre équipe ici. Toujours ravi de rencontrer le Petit Journal. Nos équipes vont bien avec la difficulté de fonctionner au bout de presque un an et demi de pandémie, les contraintes que cela crée en termes de fonctionnement, beaucoup de télétravail et malgré ça la nécessité d'offrir toujours un service au public, notamment sur le plan consulaire. Mais je crois que nous faisons face avec le maximum d'efficacité à une réelle difficulté qui pèse sur la vie de tout le monde. On garde le moral. Bien sûr qu'il faut garder le moral. Et puis le vaccin généralise, donc ça ira de mieux en mieux d'ici l'été. Très bien. On est à quelques jours des cérémonies de la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis de la Journée de l'Europe qui aura lieu le 9 mai. Traditionnellement pour l'ambassade, c'est l'occasion de réunir les représentants de la communauté française, les lycées, les associations, les anciens combattants, les élus consulaires, etc. Et pour vous, au cours d'un discours, de passer quelques messages forts à la communauté française. Cette année, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose? Et quel message vous aimeriez passer aux Français d'Espagne? D'abord, par définition, le format sera différent, pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que cette année, pour des raisons qui tiennent à la coïncidence avec l'ouverture de la ligne Ouigo à Barcelone vendredi, je célébrerai le 8 mai à Barcelone même, le samedi à Montjuïc, avec les associations françaises de Catalogne, pour changer. Donc le 8 mai sera célébré ici par le numéro 2, Gauthier Lesquins. Donc, mais bien sûr, il y aura un message sur l'importance de ne jamais oublier ce qu'a été la lutte contre le nazisme, puisque c'est bien de cela dont il s'agit à propos du 8 mai, la victoire sur le nazisme, sur le fascisme. C'est depuis le 2019, le 8 mai, c'est aussi la journée de l'exil républicain en Espagne. Cette coïncidence des dates... C'est pas une coïncidence de date, évidemment. C'est un choix délibéré des mêmes dates. Le 8 mai 1945, qu'est-ce que c'est? C'est la victoire des démocraties contre le nazisme et tous ces épigones, tous ces petits régimes fascistes que le nazisme avait disséminés un peu partout en Europe. Et c'est là, encore une fois, c'est la victoire de la démocratie. Mais le 9 mai, qui vient juste après, ce n'est pas un hasard. Le choix de Robert Schuman, en prononçant la déclaration du 9 mai 1950, appelant à la réconciliation franco-allemande, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, très précisément. Et le lendemain du 8 mai, ce n'est pas non plus un hasard, c'était pour marquer ce choix délibéré de la réconciliation franco-allemande et la mise en commun de nos ressources communes, notamment du charbon et de l'acier, pour empêcher à tout jamais la guerre entre la France et l'Allemagne, fonder un avenir de paix et de prospérité pour les Européens. Donc ça, c'est deux séquences qui s'enchaînent parfaitement. Et le choix des Espagnols est un choix que je qualifierais de véritablement à la fois stratégique et intelligent, qui consiste à dire que l'Espagne va aussi célébrer le 8 mai le jour de ces combattants, de ces exilés républicains espagnols qui ont dû fuir la victoire du franquisme, qui ont dû fuir la chute de la République, renversée par un coup d'État et une armée factieuse, qui ont dû s'exiler en France, mais qui ont continué le combat, notamment dans la résistance française ou dans d'autres pays, mais principalement dans la résistance française, et qui ont contribué de manière décisive à la victoire du 8 mai 1945. On l'a célébré beaucoup ces dernières années, puisque les derniers combattants, malheureusement, se sont éteints, mais notamment les derniers qui avaient libéré Paris et Strasbourg ont été dignement célébrés, notamment par le président de la République, qui a rendu hommage à leur contribution décisive, encore une fois, à la victoire contre le nazisme. Le gouvernement espagnol a décidé d'être présent aussi dans cette victoire contre le nazisme le 8 mai 1945, parce que c'est vrai, les combattants espagnols étaient bien du côté des démocraties contre le régime nazi, pour la victoire de la démocratie en Europe. On peut même évoquer maintenant une mémoire franco-espagnole de la lutte contre le fascisme, en l'occurrence. C'est tout à fait le cas. C'était le cas en particulier lors du dernier sommet franco-espagnol, le 15 mars à Montauban. Le président de la République a fait un choix, notre président de la République,
entre différentes options qui lui étaient proposées, de tenir le sommet de façon hybride. C'est très compliqué, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas réunir près d'une douzaine de ministres de chaque côté. Mais donc, seuls les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Montauban, et tous les autres par voie télématique, comme on dit en espagnol. Mais le choix a été fait par le président de la République, entre plusieurs options, de faire cela à Montauban, là où est mort et où est enterré le dernier président de la République espagnole, Manuel Azaña, qui représente précisément la continuité de ce régime légitime, issu des urnes, démocratique, qui a été renversé de manière illégitime par le soulèvement franquiste, et de réincorporer en quelque sorte à la mémoire nationale ces combattants républicains espagnols qui ont trouvé refuge en France et qui font partie de l'histoire franco-espagnole. Au-delà des symboles, au-delà du fait que Pedro Sánchez, je crois, s'est recueilli à ce moment-là sur la tombe de Manuel Azaña. Les deux présidents se sont recueillis ensemble, ont déposé ensemble une gerbe aux couleurs constitutionnelles, évidemment, aux couleurs de la France et aux couleurs constitutionnelles de l'Espagne, à la mémoire de Manuel Azaña. C'est des symboles forts. Au-delà de ces symboles, au-delà aussi du fait qu'on l'a attendu longtemps, ce sommet, le fait que les représentants des deux gouvernements se retrouvent, même si ça a été de façon télématique. Mais ça a très bien marché. Quel sujet ça a permis de débloquer? Sur quel thème on a pu avancer concrètement à l'occasion de ce sommet? D'abord, ce sommet était très attendu, vous avez raison, donc il y avait énormément de travail à faire. Je dirais presque tous les sujets ont été abordés, puisque, encore une fois, des deux côtés, les principaux ministres de chaque gouvernement étaient là: intérieur, défense, affaires étrangères, économie et finances, industrie, éducation, culture, enseignement supérieur. Et si je voulais prendre un seul sujet global, illustratif de la richesse de ce sommet et du contenu de ses résultats, ça serait peut-être celui de l'enseignement supérieur et de l'éducation. On a avancé de manière extrêmement concrète sur beaucoup de sujets pratiques entre deux pays qui sont voisins, mais entre lesquels les échanges peuvent être encore améliorés. Même dans un cadre européen. De manière très très concrète, par exemple, on a signé beaucoup d'arrangements administratifs. Ce n'est pas des termes très poétiques, mais ce sont des choses très opérationnelles qui visent notamment à faciliter la conversion des notes, notamment pour accéder à l'université, à améliorer ce qu'on appelle le Bachibac, le bac commun franco-espagnol, à reconnaître de manière plus facile également les périodes d'études, à reconnaître de manière plus facile les diplômes, les échanges de diplômes, les circuits entre les deux pays, à faciliter la mobilité des enseignants également, pas seulement des étudiants, mais des enseignants, et à promouvoir également des projets pilotes, notamment dans les secteurs clés de l'économie, la transition digitale, la transition écologique, ou encore l'hôtellerie et la restauration, à promouvoir la formation professionnelle. La reconnaissance des diplômes, c'est sûr, ça va parler aux Français d'Espagne, parce que j'imagine que c'est essentiel, et on nous fait remonter souvent le fait que c'est pas toujours évident de pouvoir avoir une reconnaissance de diplômes qui ont une valeur en France, mais qui n'ont pas forcément ici en Espagne, ou qui n'ont pas la même. Je pensais pourtant que vous alliez me parler d'autre chose, je pensais que vous alliez me parler de la double nationalité franco-espagnole, qui elle aussi s'est fait attendre beaucoup. Et racontez-moi un petit peu, on a avancé sur le sujet. J'ai choisi délibérément le sujet de l'éducation parce que c'est un sujet très très concret qui touche notamment beaucoup les élèves des lycées français en termes effectivement de reconnaissance des notes du bac, d'accès à l'enseignement supérieur, etc. C'est un sujet très pratique qui montre que comme l'Europe au niveau bruxellois, je dirais la relation bilatérale dans un cadre européen entre la France et l'Espagne, ce sont des choses très pratiques, très concrètes. La double nationalité, c'était l'affiche phare du sommet franco-espagnol. Je savais bien que nous allions en parler de toute façon et que vous m'interrogeriez dessus. C'est un projet mûri depuis très longtemps. C'est un projet qui est principalement à l'initiative de l'Espagne, puisque c'est l'Espagne qui, jusqu'ici, est très limitative dans la reconnaissance de la double nationalité. Elle ne reconnaît la double nationalité pratiquement, je caricature un peu, qu'aux latino-américains, et très très peu à d'autres nationalités. Donc c'était un choix délibéré de la part de l'Espagne pour faciliter l'accession à la nationalité de l'autre pays sans perdre la nationalité, puisque c'est un peu le régime de base espagnol jusqu'ici.
quand on choisit de prendre la nationalité espagnole, on perd la nationalité de l'autre pays. Et ce n'est pas théorique, parce que pour des gens qui vivent en Espagne, s'ils choisissent de prendre la nationalité espagnole, ils sont obligés de payer tous leurs impôts ici, d'accomplir toutes leurs obligations, même s'ils ont une partie de leur vie en France. Alors dans les faits, il y avait des gens qui ne disaient rien. Bien entendu, il y avait toujours des gens qui pouvaient s'arranger avec la législation, et il y a eu une certaine souplesse, notamment entre deux pays européens, deux pays aussi avancés que la France et l'Espagne, il y avait une certaine tolérance. Mais là, ça va aller beaucoup plus loin, ça sera un régime de droit commun, et ça sera un régime qui, évidemment, qui bénéficiera aux 200, 250 000 Français qui vivent en Espagne ou qui vivent entre les deux pays, parce que le décompte est toujours très compliqué. Je crois qu'on est à peu près dans ces chiffres-là pour les gens qui sont soit stabilisés en Espagne dans leur vie, notamment au sud du pays ou dans le sud-est, soit encore une fois qui passent 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. Mais c'est aussi un geste fort, évidemment, du côté espagnol pour restituer leur nationalité à tous les descendants de l'exil républicain qu'il avait perdu. C'est évidemment, on revient à un des thèmes du début de notre entretien. Le choix n'est pas neutre du côté espagnol, bien entendu. On n'est pas dans une logique de revanche, on est juste dans une logique de restitution de l'histoire et de restitution aux gens de leurs droits, les droits dont ils ont été privés. Il faut savoir qu'effectivement, les 500 000 personnes, 500 000 Espagnols de la Retirada, qui étaient obligés à l'exil en février 1939, presque tous ont été déchus de leur nationalité. Et tous ceux qui les ont suivis, les autres rouges, entre guillemets, qui ont été contraints à l'exil encore dans les années qui ont suivi, parce que c'était ça ou les travaux forcés, eux aussi ont perdu leur nationalité. Et l'idée, c'est précisément, tout en restant français, et ils sont français. Ils ont été, encore une fois, des combattants auprès de l'armée française pendant toute la guerre et dans la victoire finale en 1945. Mais ils se sont aussi intégrés à la communauté française. Ils ont parfois même perdu un peu la langue, et l'idée, c'est qu'ils ne perdent pas totalement leur lien avec l'Espagne, et qu'ils renouent avec, tout simplement, cette double identité qui est rendue possible dans un cadre européen. Plus que jamais. Cette double identité, finalement, nous, Français d'Espagne, on la vit un petit peu, pas de la même manière, pas avec le même bagage historique, mais concrètement, à partir d'aujourd'hui ou à partir de mars dernier, on peut demander la nationalité espagnole sous certaines conditions. Il faut d'abord une ratification par les deux parlements. Et donc ça prendra quelques mois, puisque c'est un traité, c'est la forme la plus élevée d'un accord international, et donc ça prendra quelques mois. Mais en gros, combien ? 2021, je dis. J'espère avant la fin de l'année. Mon espoir, c'est que la loi puisse passer des deux côtés avant la fin de l'année 2021. En tout cas, les procédures vont s'engager, et ce que je conseillerais aux Français, c'est d'engager sans tarder la procédure. De toute façon, on peut l'engager déjà. Je crois que de toute façon, oui, la loi de ratification sera votée de part et d'autre. Très bien. Je l'espère en tout cas. Ces élections consulaires, on peut en parler un petit peu si vous voulez. Traditionnellement, là, par contre, elles ne mobilisent pas beaucoup la communauté française. Hein. Les bulletins précédents nous montrent qu'il y a une mobilisation qui gravite entre 7, 8, 10% maximum des Français d'Espagne. Cette année, on est dans un contexte particulier. En plus, qu'est-ce qui a été prévu pour qu'elle puisse se dérouler au mieux? Et quel est le message que vous passeriez aux Français qui nous écoutent? Bon, d'abord, c'est le même message que toujours. Français, votez. C'est important pour vous. Ces élus consulaires, ils ont été créés précisément pour vous représenter, vous, Français de l'étranger. Ils sont associés aux décisions qui vous concernent en matière de bourse scolaire, en matière d'aide sociale, en matière de représentation de vos intérêts auprès de l'État, de l'administration, de l'ambassade, du consulat. Donc, et puis, en plus, avec la pandémie, il est évident que nous prenons des précautions. Par exemple, au lieu de voter au consulat à Madrid, nous allons voter au lycée français, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Ça permet beaucoup plus facilement de faire la queue, mais ça n'empêche pas de voter à l'urne. Mais surtout, l'innovation par rapport aux années antérieures, c'est qu'on reste dans ce qui était déjà possible, c'est-à-dire le vote par procuration, et on peut toujours voter par avance, de manière très facile, en passant par le consulat. Et surtout, cette année, on aura en vrai, en grand, la possibilité de voter la semaine avant par Internet, ce qui est un progrès considérable, et j'espère que les Français d'Espagne s'en saisiront. En même temps, je suis conscient que pour ce qui est du vote à l'urne, par définition, dans un pays comme l'Espagne, dans un pays étranger, même si
toutes les facilités nous sont données, nous ne pouvons pas déployer un réseau de bureaux de vote comparable à ce qui existe en France pour les municipalités, où il y a un bureau dans chaque école de quartier. On ne peut pas faire ça en Espagne, on n'a pas la force matérielle et administrative de le faire. Donc on a même plutôt été obligé de réduire le nombre de bureaux de vote, notamment dans le sud-est, pour s'adapter au terrain et compte tenu des contraintes et des contraintes supplémentaires qu'induise la pandémie. Mais la différence, encore une fois, c'est que cette année, on va pouvoir voter par Internet. Ok, je vous propose qu'on termine peut-être là où on aurait peut-être dû commencer, mais en parlant des Français d'Espagne, justement. Comment après un an de pandémie, un petit peu plus d'un an, comment ils se portent? Quelles sont les informations qu'on vous fait remonter? C'est une communauté qui a plutôt diminué, comme toutes les communautés dans le monde avec la pandémie, parce que beaucoup de gens qui avaient des difficultés ici sont rentrés. Pour le reste, le gros de la communauté française est resté, et elle souffre. Elle souffre comme le reste de la France, comme le reste de l'Espagne. Les images sont parfois un peu trompeuses, notamment celle de Madrid ouverte, avec les bars, les restaurants, les terrasses, avec ces jeunes Français venant en passer le week-end à profiter de cette vie qui semble ouverte. Mais la réalité, c'est que l'Espagne connaît aussi, comme la France, les difficultés, très dures difficultés économiques liées à la pandémie, le chômage partiel. Alors beaucoup d'entreprises françaises, notamment les très grandes entreprises qui sont installées ici, ont bénéficié d'aides publiques espagnoles, hein, les RT, les fameux plans de chômage partiel. Beaucoup sont en régime soit de télétravail en partiel, soit de pur et simple arrêt partiel d'activité. Mais pour d'autres, pour les indépendants qui avaient des petits restaurants, des cafés, la vie est difficile, la vie est compliquée. On l'a noté aussi à travers l'augmentation, puisque nous parlions des conseillers consulaires, à travers l'augmentation des demandes de bourses scolaires ou des demandes d'aide sociale. Quel message de perspective vous pouvez transmettre éventuellement aux Français d'Espagne sur les mois à venir? Est-ce qu'il y a Mais que s'ils sont immatriculés à la sécurité sociale espagnole, ils se fassent vacciner, tous aussi massivement que possible. Dès qu'ils sont appelés, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils ne regardent pas le vaccin, telle ou telle marque, qu'ils aillent se faire vacciner. C'est mon cas. En tant que citoyen européen, j'ai toujours considéré que quand j'étais en poste dans un pays européen, je devais être inscrit à la sécurité sociale espagnole. Donc je suis inscrit à la sécurité sociale espagnole. J'ai été vacciné jeudi dernier, première dose de vaccin au Wizik Center, comme tout le monde, de manière extrêmement efficace et rapide. J'attends la deuxième dose dans quelques semaines et voilà, j'espère que c'est pas un régime de faveur, c'est simplement que je suis inscrit à la sécurité sociale espagnole et que ma tranche d'âge, 60-69 ans, est appelée à être vaccinée en ce moment. Et donc voilà, j'y suis allé sans hésiter. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est que tout le monde se fasse vacciner et qu'on en finisse avec cette horrible pandémie. Très bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.